deuxième partie, on va dire, sur une proposition de démarche. Alors, bon, le titre, je m'en aperçois en le lisant, est peut-être un peu prétentieux. C'est pour ça que le mieux, je l'ai mis entre parenthèses. De mon point de vue, pour mieux enseigner. Après, vous en ferez évidemment ce que vous voulez, vous en penserez ce que vous voulez. Et si vous pouvez me critiquer, j'adorerais. Si ça peut susciter des échanges, c'est comme ça qu'on va tous progresser. Et c'est vraiment pas de la démagogie quand je vous dis ça. Après, j'ai quelques convictions, donc je les défendrai, mais on peut évidemment en discuter. Avant de démarrer, évidemment, tout ce que je vais vous dire, ça se situe dans une tension entre ambition et réalisme. Donc ça rejoint exactement ce que tu disais, hein, où ces moments difficiles, où ces contextes scolaires difficiles, on les connaît, on les a vécus pour certains. Mais je pense que justement, ça ne nous empêche pas, et au contraire, c'est en étant exigeant et ambitieux qu'on va pouvoir susciter des transformations. Mais on est toujours un peu entre ces deux extrêmes. Hein, l'ambition, enfin c'est pas un extrême, c'est une posture, une nécessité même, et en même temps, conjuguer ça avec un réalisme pour prendre les élèves tels qu'ils sont. Alors, j'aime bien ce que dit Yannick Davis là-dessus, et c'est ce qui me guide un peu en basket, mais pas seulement dans toutes les APSA, prendre les élèves tels qu'ils sont pour ne pas leur permettre de le rester. Donc, et peut-être que c'est particulièrement vrai en basket, où on a certains profils et certaines tendances très prégnantes, il va falloir travailler sur les représentations initiales des gamins. Et je pense qu'il va falloir les transformer. Et je me méfie toujours un peu quand on dit, je pars de leur représentation pour mieux les changer. Alors, j'adhère hein, conceptuellement, mais des fois, je pense qu'on en part et on n'en sort jamais finalement. On est champion du monde du mode d'entrée parfois, mais on a du mal à envisager le mode de sortie. Vous voyez ? Alors les étudiants sourient parce que c'est des choses qu'on leur dit souvent. Hein, c'est des discours qu'on reprend souvent à l'université. Je ne suis pas le seul à tenir ça. Mais bon, quoi qu'il arrive, le déjà là, les représentations, elles sont là. L'élève tel qu'il est, il est là. Donc on fait avec de toute manière. Mais ensuite, je pense qu'il faut avoir en tête quand même que s'ils sont à l'école et si on est là, notre mission, c'est d'ouvrir des horizons et de leur apporter autre chose que leur pratique spontanée. D'accord ? Même si on pourra peut-être s'appuyer sur certaines choses. Et quoi qu'il arrive, et là Yannick Davis nous ouvre quand même des perspectives, ces tendances prégnantes, ce ne sont pas des caractéristiques inéluctables, ce n'est pas gravé dans le marbre. On est tous des êtres en évolution, en devenir, les élèves aussi, ils sont encore jeunes et malléables, entre guillemets, donc profitons-en, faisons évoluer les choses et ne tombons pas dans un fatalisme. Donc je pense qu'il faut l'optimisme de la volonté, comme diraient certains. Alors ces profils-là, vous les connaissez, alors c'est peut-être un peu rapide, c'est peut-être un peu caricatural, je force le trait, mais je pense que vous reconnaîtrez certains de vos élèves. Alors le dribbleur fou, vous l'avez celui-là, vous le connaissez. Hein, et celui-là, c'est quand même compliqué. Hein. C'est compliqué pour lui et c'est compliqué pour les autres. Donc là, il va falloir agir, à mon avis, de manière assez drastique. Donc vous verrez que la limitation des dribbles, ce sera quand même un axe fort de ma démarche. Vous avez aussi, pas seulement le dribbleur fou, vous avez le tireur fou. Et ça a beaucoup évolué récemment avec... Alors, à haut niveau avec l'importance prise par le tir à 3 points. D'accord ? Et notamment en NBA, avec ce jeu, ce qu'on appelle small ball, beaucoup de petits joueurs, de petits gabarits, tout est relatif. Alors, l'arrivée de Wembanyama va peut-être changer la donne, mais vous savez, toute l'époque Golden State, Stephen Curry, pour faire simple, pour ceux qui suivent un peu, qui a remis le tir à 3 points au goût du jour. Et donc, nos gamins, ils arrivent, ils se mettent le plus loin possible du panier, et ils tirent. 20 fois, ils tirent pas, ils touchent pas l'arceau, mais c'est pas grave. Ils tirent, enfin, en tout cas, il y en a. Il y en a aussi qui tirent jamais. Hein. Il faudra aussi faire attention à ça. Alors le freestyler, c'est celui qui regarde le parquet, enfin le parquet dans le meilleur des cas, ou le goudron dans le gymnase, dans la cour, ou le taraflex du gymnase, et qui passe son temps à essayer de faire des figures. Donc il est plus art du cirque que basket. Alors c'est très sympa les arts du cirque, mais là on n'est pas dans la même logique interne. Donc là aussi il peut y avoir mal donne et mécompréhension. Le ou la timoré. Alors j'ai mis un féminin là, aussi ouais. Peut-être que ça va faire réagir, mais globalement, dans ma pratique personnelle, j'ai quand même plus rencontré ce profil chez les jeunes filles. Donc c'est pour ça que j'ai mis la timorée. Voilà. J'ai moins connu de dribbleuse folle, pardon. Beaucoup moins connu. Donc il y a quand même un peu un marquage sexué parfois. Alors le stratège, celui-là, il faut que je l'explicite. C'est le gamin souvent qui a fait un peu de club, ou qui est encore en club, mais qui a du mal à comprendre que ses partenaires, ils ne sont pas tous joueurs de club. Donc il arrive, première leçon de PS, il faut que je montre aux profs et à tout le monde que je suis joueur de basket. Donc il arrive, il annonce un système, par exemple. C'est rare, mais ça arrive. Ou il engueule tout le monde parce qu'ils ne comprennent pas. Mais je t'ai fait un écran, t'as pas compris. Ben non, il n'a pas compris.
On n'a jamais vu l'écran, c'est le 16/9 pour lui, c'est tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc celui-là, il va falloir aussi le gérer. Il va falloir le mettre dans la poche et il va falloir l'utiliser un peu différemment. Alors un autre problème, à l'autre extrême, le joueur satellite ou la joueuse satellite ou le joueur satellite, il y a les deux pour le coup. C'est celui, alors il y a un collègue de Dijon, j'ai perdu son nom, il m'excusera. Il disait c'est celui qui a toujours une attaque de retard. Vous voyez, vous êtes en train d'attaquer, votre équipe est en train d'attaquer, lui il est en train de se replier de l'attaque précédente. Et inversement. Il a du mal à être dans le tempo, il a du mal à s'engager, il aimerait bien mais c'est compliqué. Donc dans tous les cas, vous voyez, des profils très diversifiés, mais dans tous les cas, il faudra tenter, et c'est difficile, surtout quand on a tous ces profils dans la même classe, il faudra tenter de les faire évoluer. D'accord? Et là-dessus, changer de représentation, une autre manière de le dire, ça veut dire changer de conception. D'accord? Alors là, c'est un auteur qui n'a rien à voir avec le PS, mais qui est spécialiste de didactique, qui est issu de la biologie, André Giordan, qui dit qu'apprendre, c'est changer de conception. Moi, je crois beaucoup à ça. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Ça ne veut pas dire que l'élève, il va pas retrouver des comportements spontanés dès lors qu'il ne sera plus en cours de PS, ou en leçon de PS, mais du moins, nous, on aura fait notre boulot, et il aura compris et vécu autre chose. Après, il fera bien ce qu'il veut dans sa pratique personnelle. Et c'est difficile, parce qu'effectivement, c'est pas, comme le dit Giordan, c'est pas neutre pour l'élève. Parce qu'au niveau affectif, ça demande une remise en cause, ça demande une remise en cause parfois profonde de sa manière d'être, et là aussi, ça peut passer par quelques frictions. Quand vous dites à quelqu'un qui est omnibulé par le dribble, tu auras le droit à 3 dribbles max, et ça sera comme ça pendant 12 semaines, c'est pas évident. Mais on y arrive. Alors après, ça implique aussi une posture, le fameux adulte debout dont parlait Ubaldi, hein. Évidemment qu'il va falloir, il y a des principes sur lesquels on ne va pas falloir déroger. Hein. Deuxième point saillant de la démarche que je vous propose, c'est la place et le statut du jeu, et notamment des situations de référence, en tout cas des situations jouées. Le basket est un jeu avant tout, donc cette dimension ludique, qui selon moi doit être vraiment prégnante. Et si je dois donner un repère temporel, j'ai envie de vous dire que le jeu, ça doit être au moins 50%, bon ça vaut ce que ça vaut, ce repère quantitatif, de notre temps d'enseignement. Hein, ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Et qui dit jeu, ça peut être aussi des situations jouées. Mais on n'oublie jamais que le basket, c'est un rapport de force où deux équipes doivent s'affronter. Hein, et de ce point de vue-là, quand les élèves nous disent « Monsieur, on joue quand ?» ou « Madame, on joue quand ?» ils n'ont pas tort parfois. Ils nous rappellent la logique interne de l'activité. Alors, ils ne prennent pas toujours des gants pour nous le rappeler. Des fois, c'est un peu dur. Mais ils n'ont pas toujours tort. Nous, on a un peu cette conception, la leçon de PS, on doit mettre des situations en place, derrière, on doit faire un jeu. Une vision un peu ancienne, peut-être un peu datée, mais qui est quand même très présente encore. Et qui, parfois, n'est pas le meilleur moyen d'apprendre. D'accord ? Alors, on en voit du jeu en EPS. On en voit beaucoup. Mais j'ai l'impression que parfois, le jeu est un peu vu comme une récréation. Moi, je force le trait et je m'en excuse si je blesse des collègues. Parfois comme une décharge émotionnelle. Parfois le moment, et on en a besoin quand on est prof, où c'est une petite soupape pour nous parce que les élèves ils vont être plus autonomes. Et nous, on va un peu se lâcher du lest. Mais je pense que, alors évidemment, ça existera toujours ces moments, on a tous besoin, les élèves aussi. Mais je pense qu'il faut faire du jeu un temps fort dans notre enseignement. Et ça veut dire que les séquences jouées, elles doivent être cadrées. Cadrées par des intentions pédagogiques, par un thème d'étude, traduit par certaines variables, certaines contraintes. Et surtout, elles demandent un travail d'animation de notre part, au sens le plus noble du terme. Il ne s'agit pas de mettre un nez de clown et d'animer, mais vous voyez, au sens pédagogique du terme, un guidage, une régulation, des feedbacks. Bref, faire vraiment, je le répète, des séquences jouées, un temps fort de l'apprentissage. Les gamins, ils trouveront de la motivation, de l'engagement, et je pense que nous aussi, on y trouvera une source de satisfaction professionnelle parce que les gamins vont progresser. D'accord ? Et ça veut dire qu'on est prêt à arrêter les matchs, à faire des arrêts sur image, à questionner les gamins. On est prêt à commenter le match à l'issue du match, à faire un débriefing du match sur 2-3 éléments saillants qu'on travaille par ailleurs. Il y a une intention avant, il y a du guidage pendant, et il y a une restitution après. D'accord ? On en fait un temps fort. Voilà. Ça, vraiment, ça me paraît important. Et évidemment, qui dit match dit enjeu. Ça ne veut pas dire que l'enjeu doit tuer le jeu, selon la formule consacrée, mais si on veut que les élèves s'approprient ce fameux champ d'apprentissage 4, si on veut qu'ils vivent authentiquement un rapport de force, il faut qu'il y ait à un moment donné un score, et il faut qu'il y ait un enjeu. Moi, ça me fait toujours un peu mal, mais attendez, ça m'arrive aussi encore. Hein. Il y a combien, au fait ?
Et personne ne sait, ni les élèves, ni le prof. Alors, on est bien d'accord, ensuite, il faut dédramatiser l'enjeu simultanément. T'as perdu, c'est pas grave. On va plutôt s'intéresser à ce qu'on a produit dans le jeu, à la maîtrise d'exécution. Mais ce qui donne du sens à tout ce qu'on fait au basket et en sport co, c'est quand même le jeu et la volonté de gagner. Après, on a le droit de perdre. Et on va perdre. C'est pas grave. Mais toutes les actions qu'on aura entreprises, elles cherchent quand même une forme d'efficacité individuelle et collective. Et donc ça aussi, je pense que c'est une boussole à avoir importante. Sinon, effectivement, on lâche 3 ballons, on dit jouer, puis moi je reviens dans un quart d'heure, je vais boire un café. 2 intentions, on va dire, très globales et qui vont se décliner ensuite différemment selon les niveaux de jeu, suivant les contextes. Mais à mon avis, c'est important de les avoir en tête et de les faire partager aux élèves. Donc 2 fils directeurs. Donc sur le plan offensif, ce qui va nous animer et surtout ce qu'on doit partager avec les élèves, c'est pas leur logique spontanée, ça. Donc tout l'enjeu, c'est de partager ça avec les gamins. Que la logique de l'enseignant et la logique des gamins, à un moment donné, coïncident. Et donc ça, c'est notre responsabilité. Donc la recherche collective de situations favorables de tir, et le collectif est important, le mot collectif est vraiment important là-dessus. Et comment on va y arriver? Alors c'est très global, par une circulation de la balle et par la mobilité des joueurs. Et vous verrez que la mobilité des joueurs, et notamment des non-porteurs de balles, ça va être quelque chose d'essentiel et qui n'est pas forcément spontané chez les gamins. D'accord? Et ça, c'est un fil rouge, ou un fil directeur, de la 6e à la terminale. Évidemment que ça se fera différemment. Ça ne sera pas les mêmes formes de jeu, ça ne sera pas les mêmes séquences, mais ça sera un invariant. Et sur le plan défensif, pour faire très simple, alors c'est vraiment le b.a.-ba et ça va s'affiner et se complexifier au fur et à mesure du cursus, du parcours de formation de l'élève, s'engager dans les phases défensives dans le respect du règlement. Et donc dans les phases défensives, il y a toujours cette dualité, récupérer le ballon, protéger la cible, avec parfois cette contradiction entre les deux. Parfois, plus on veut récupérer le ballon tôt et haut sur le terrain, moins on protège sa cible. Donc on voit se profiler des problèmes un peu stratégiques ou tactiques qui seront intéressants à traiter avec les élèves. Alors, évidemment, pas d'emblée. On est bien d'accord que ce n'est pas comme ça que vous allez aborder avec les 6e. Avec les 6e, ça sera juste s'engager dans les phases défensives, dans le respect du règlement. Et c'est pas neutre. Ça veut dire que je comprends que quand mon équipe n'a pas la balle, il y a quelque chose à faire sur le terrain. Je ne deviens pas subitement spectateur. Alors en plus, le problème, c'est qu'au basket, parfois être spectateur, ça marche. C'est-à-dire qu'on parie sur l'échec au tir de l'équipe adverse. Et comme ce pari, il est gagnant à 90% des cas, sur une première séquence, ça cultive un peu ça chez l'élève. Donc il va falloir vraiment veiller à les engager défensivement. Et c'est ce qui fera aussi qu'ils vivront des rapports de force un peu plus intéressants et un peu plus authentiques. Et que nous, on pourra mieux bosser en plus. Puisqu'une attaque qui ne rencontre pas de difficultés, pas de problème. Alors au départ, attention, qu'il n'y ait pas de méprise, évidemment qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait de défense pour que l'attaque ait des problèmes. Sur une première séquence, voire sur les 2 premières séquences. Mais au fur et à mesure, il va falloir quand même outiller un peu nos défenseurs. Par rapport à cette place et cette statut du jeu, bon, je vous apprends rien, c'est que finalement c'est notre référence. On parle de situation de référence. Donc à un moment donné, la référence partagée qu'on doit avoir avec les élèves, et là aussi une de nos boussoles, c'est les comportements en jeu. Et c'est ça qui doit nous servir sans cesse de repère commun avec les gamins et de source pour nos contenus d'enseignement. Ce qu'on va proposer aux gamins doit dépendre de ce qu'ils produisent en situation de match, et ce qu'on propose doit en retour enrichir ce qu'ils vont nous proposer en situation de match. Donc vous devez avoir, il me semble, excusez-moi d'être prescriptif, mais nous devons avoir en permanence le souci du réinvestissement de ce qu'on propose en situation d'apprentissage, en situation jouée. Autrement dit, c'est le juge de paix de notre enseignement, les matchs. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour simplement mettre en place des situations d'apprentissage. J'ai fait mon boulot et j'ai mis en place des situations d'apprentissage. Et là, je m'adresse particulièrement aux étudiants. C'est souvent un défaut qu'on peut avoir en début de carrière ou lors des stages. Je suis content, j'ai mis en place des situations. Ok, c'est un départ. Mais l'idée, c'est que les gamins progressent dans la situation de référence. Et pour qu'ils progressent dans la situation de référence, il faut qu'ils la vivent souvent. Alors on peut ensuite l'ajuster, cette situation de référence. Elle peut évoluer grâce à certaines variables didactiques, mais il va falloir qu'ils la vivent souvent. Et nous, il va falloir qu'on soit actifs pendant ces séquences-là, ces séquences de jeu. Et finalement, on retrouve un triptyque que vous avez sûrement déjà entendu dans l'analyse de l'enseignement. Contextualisation. Parfois, on va décontextualiser pour mieux recontextualiser. Donc jeu, situation un peu globale, retour peut-être, pourquoi pas, par des situations d'apprentissage
peut-être un peu plus décontextualisé, mais par rapport à un événement, enfin par rapport à un fait de jeu ou à un élément du jeu qu'on a pu identifier avec les élèves et qu'on a partagé avec eux et qu'ils ont compris, sur lequel on peut travailler. Et derrière, on va essayer de faire en sorte que ça rejaillisse en match. Donc on va le recontextualiser. Bon, là, il n'y a rien de nouveau. Chez nous, Ubaldi, on a beaucoup parlé aussi avec la grande boucle et la petite boucle. Vous retrouvez ces idées-là. D'accord ? Je pense que tout ça vous parle. Je l'ai déjà évoqué, les diapos ne sont pas forcément raccords. Cette idée de tranche de vie là, dont Maurice Porte parlait au handball notamment, le regretté Maurice Porte qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps. Moi, c'est quelque chose aussi que j'aime beaucoup. Derrière, vous avez bien compris qu'il y a tout l'aspect relationnel, interaction, l'aspect émotionnel. Hein, au-delà de l'efficacité en jeu, il y a ce que ça va nous permettre de vivre sur le plan humain, sur le plan émotionnel, et qui va nous donner envie de rejouer. D'accord ? C'est aussi peut-être les rôles sociaux qu'on va vivre, c'est aussi l'épaisseur du moment qu'on va vivre. Hein, et moi, je pense que, encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est aussi un axe fort de notre enseignement, ça. Mais ça exige pas seulement d'être dans notre logique à nous. Nous, a priori, le rapport de force, on sait ce que c'est, pardon. On en a vécu, on aime en vivre peut-être, même si on est un peu CA4. Mais c'est pas forcément la logique spontanée de l'élève. Et si je suis plutôt dans un cadre là d'action située, tous les travaux de Carole Sèvres notamment, ça exige de rentrer un peu dans le monde propre de l'élève. Son ressenti. Sa logique, si vous voulez. Et donc, tout l'enjeu, ça va être de faire coïncider le monde de l'enseignant et le monde de l'élève. Et c'est pas toujours facile. Mais il y a un enjeu très fort là-dessus. Et parfois, tu vois, ça rejoint peut-être ce que tu disais. Je pense que le monde propre des élèves, là, il t'a peut-être un peu échappé. Ou en tout cas, tu le sentais éloigné du tien sur cette séquence, peut-être. C'est encore une fois, ambition et réalisme. Mais ça veut dire que c'est une condition, je pense, que pour que les élèves s'engagent. C'est qu'à un moment donné, il va falloir déjà s'intéresser à comment ils vivent un rapport de force. Qu'est-ce que c'est que s'opposer ? Pourquoi s'opposer, même pour certains gamins ? Et vous le voyez, par exemple, en situation d'évaluation. Hein. Ça a été étudié, ça. C'est-à-dire que les élèves coopèrent pour que chacun ait la meilleure note possible. Alors, si vous voulez un petit secret, j'ai fait pareil au CAPEPS en pratique. Basket. J'étais opposé à quelqu'un à l'époque, bon ça date, que j'avais rencontré en club dans l'année. Donc on défendait l'un sur l'autre, mais pas trop. Juste ce qu'il fallait pour montrer ce qu'on savait faire défensivement, mais pas trop pour embêter l'autre offensivement. Mais il ne faut pas le dire trop fort, il paraît qu'il y a des jurys du CAPEPS dans la salle. Alors, notamment pour nos dribbleurs fous, nos tireurs intempestifs, encore une fois, c'est caricatural, c'est généralisant, mais c'est quand même une tendance qui existe chez beaucoup de nos élèves. Alors là, c'est peut-être le passage en lycée pro aussi qui me rend sensible à cette dimension-là. Mais il me semble qu'un des enjeux et un des éléments de vigilance qu'on doit avoir dans les séquences jouées, c'est passer d'un plaisir un peu égoïste, mais qui est très caractéristique aussi de l'enfant et de l'ado, hein, à un plaisir beaucoup plus partagé, et que nous, on estime prof plus riche. Donc il y a un jugement de valeur derrière, hein, et qu'il faut assumer. Je préfère qu'on prenne du plaisir ensemble, collectivement, avec des moments partagés et on va dire une efficacité partagée, qu'on joue chacun les uns après les autres et qu'on ait notre quart d'heure de gloire. Et spontanément, les gamins, c'est un peu ça quand même. Tant que j'ai pas fait 3 dribbles entre les jambes et un tir acrobatique, je suis pas content. Et donc je continuerai à le faire tant que Et nous, il va falloir qu'on arrête ça, quoi. Il va falloir que ça change avec les gamins. Il faut leur faire comprendre que ce ne sera pas possible. Ou qu'il y aura peut-être des petits moments de soupape où ce sera possible, mais ce ne sera pas fréquent. Et ce ne sera pas leur pain quotidien. Et par contre, il faut leur laisser entrevoir, alors c'est pas facile, on n'y arrive pas tout le temps, mais ce plaisir collectif. Et ça, par contre, c'est un indicateur très concret. Quand vous voyez des élèves qui commencent à se féliciter pour une passe décisive, qui commencent à être concernés par le score d'un match, qui commencent à prendre éventuellement un temps mort, si on leur expliquait ce qu'était un temps mort, ben c'est qu'ils sont en train de passer d'un projet un peu purement individuel, voire égocentrique, à quelque chose de plus collectif. Alors nous, on va essayer de les inciter à ça, par toutes ces petites démarches et toutes ces petites astuces. Mais l'enjeu, il me paraît vraiment important. Alors, moi, j'aime bien cette notion de passe décisive. Et ça peut être quelque chose qui peut être pris en compte dans une évaluation, par exemple. Et ça peut être aussi dans un système de score, on y reviendra, que tous les paniers marqués suite à une passe décisive, c'est-à-dire le joueur qui reçoit le ballon peut enchaîner directement l'action de tir. C'est-à-dire qu'on fait l'hypothèse que c'est la dernière passe qui a créé ou qui a accentué le décalage et qui a permis la situation de tir au tireur, et ben le panier sera bonifié. Ou même le tir tenté sur cette situation-là, même si le panier n'est pas réussi, sera bonifié. Et peut-être que le nombre de passes décisives réalisées, collectivement, sera un facteur d'évaluation collective pour nos équipes.
Et peut-être qu'individuellement, notamment pour nos joueurs spécialistes, les passes décisives seront bien plus importantes que le nombre de paniers marqués. Ça peut se traduire par exemple par des contrats. Tu as le droit sur une séquence de 8 minutes à marquer 3 paniers. Ça c'est pour toi, c'est cadeau. Par contre, je veux 5 passes décisives. Ou tu seras évalué sur ton nombre de passes décisives. Et évidemment, il faut se mettre d'accord sur la définition d'une passe décisive. Évidemment, il faut que les partenaires soient disponibles, soient prêts à recevoir et prêts à enchaîner. Donc derrière, il y a un début de collectif qui se met en place. Vous voyez ? Donc c'est un moyen d'enrôler votre joueur ressource tout en le transformant et en impliquant les autres. En tout cas, cette dimension collective et ce plaisir partagé, c'est quelque chose qui me paraît essentiel.